Bonjour et bienvenue à cet entretien Art et Société présenté à la Place des Arts. Et celui-ci est très particulier parce que c'est la Place des Arts qui parle de la Place des Arts. Il y a 60 ans, peut-être pas tout à fait jour pour jour, mais saison pour saison, il y a 60 ans, on inaugurait la salle Wilfrid Pelletier, la première grande salle polyvalente, une salle de 3000 places. C'était un événement au Canada. C'est devenu rapidement la plus grande salle polyvalente du pays à cette époque-là. Donc, 60 ans plus tard, ça vaut la peine de regarder en arrière, d'évoquer des souvenirs. Puis, nos 4 invités aujourd'hui, ils ont foulé les planches de nos salles ici à la Place des Arts. Ils y ont créé des spectacles. Je dirais même qu'il y a un peu d'eux dans les murs de la Place des Arts. Je vais aussi prendre le temps de vous dire que hier soir, j'étais ici à la Place des Arts, puis ça grouillait de vie. J'étais ravie de voir ça. Il y avait au Théâtre Maisonneuve, Danse qui présentait les ballets jazz de Montréal. Il y avait Nicolas Ellis, un de nos invités ce soir, qui dirigeait les Noces de Figaro à l'Opéra de Montréal, dans la grande salle Wilfrid Pelletier. Et moi, j'étais au Théâtre Jean Duceppe, juste ici de l'autre côté, pour voir une pièce extraordinaire, Salle de Nouvelles. Et le rôle principal, il est toujours tenu par Denis Bernard, un autre de nos invités. Et j'ai vécu hier soir ce qu'on espère toujours vivre quand on fait une sortie culturelle, l'impression d'avoir vécu quelque chose d'unique, l'impression qu'il fallait se déplacer pour être là et l'impression d'avoir assisté à une grande performance. C'est ça qu'on veut évoquer aujourd'hui, tous ces moments de grande performance à la Place des Arts. Alors, je vous les présente officiellement. Annick Bissonnette, qui est ex-première danseuse des Grands Ballets canadiens de Montréal et directrice artistique de l'École supérieure de ballet du Québec. On pourrait faire une longue liste: Ordre du Canada, prix Denise Pelletier, prix du gouverneur général, mais bon, c'est plus ses souvenirs qui nous intéressent aujourd'hui. Mais c'est une grande étoile. Vous allez d'ailleurs la retrouver qui brille sur cette grande murale que vous pourrez regarder après notre entretien. Donc, le plus jeune, Nicolas Ellis, qui est chef d'orchestre, qui dirige donc en ce moment l'Orchestre métropolitain, qu'il dirige d'ailleurs assez régulièrement parce qu'il y a un certain Yannick Nézet-Séguin qui trouve que c'est un jeune chef plein de talent. C'est quand même une bonne référence, mais il dirige beaucoup ailleurs aussi, entre autres au Violon du Roi. Denis Bernard, comédien que vous connaissez certainement par la télévision, par le cinéma, mais j'espère aussi par le théâtre, parce que c'est un grand comédien de théâtre. Il est à l'affiche en ce moment ici chez Duceppe, mais il y a joué souvent, on y reviendra certainement. Et finalement, Michel Lemieux, artiste multidisciplinaire, qui est à l'honneur en ce moment dans l'exposition Pionniers numériques que je suis passée voir avant de venir à l'entretien. Vous allez pouvoir d'ailleurs en sortant, si ce n'est pas déjà fait, vivre un peu cette expérience virtuelle assez extraordinaire des installations créées par Michel Lemieux et 4D Art. Donc c'est en collaboration avec le Centre Phi. Je les ai avertis que j'allais un peu les cuisiner aujourd'hui, puis on va essayer de se replonger, on va même reculer très, très loin dans le temps, dans leur enfance, parce qu'il y en a 3 qui étaient nés au moment où la Place des Arts a ouvert. Je pense qu'on va éviter, je sais, je veux pas me mettre à donner leur âge, puis on va tout de suite dire qu'Annick Bissonnette était beaucoup trop jeune pour venir à la Place des Arts pendant quelques années. Michel Lemieux, limite aussi, hein? Assez limite. Assez limite. Denis Bernard. Ben j'étais né, c'est sûr. Il était né, mais pas public dès la première année. Public, non, parce que j'étais pas dans la région de Montréal encore à ce moment-là. J'étais dans la région de Québec, ouais. Ouais. Alors on va commencer avec la petite fille de Montréal, qui avait en plus des parents qui étaient beaucoup branchés sur le milieu culturel. Il faudrait nous rappeler, Annick, tes parents, qui ils étaient et ce qu'ils faisaient dans le domaine culturel. Exactement. Mon papa était réalisateur à Radio-Canada. Jean Bissonnette. Jean Bissonnette. Et il a fait beaucoup de mise en scène de spectacles. Gilles Vigneault, Yvon Deschamps, qui était à Maisonneuve pendant... On disait tout le temps que le plancher du théâtre Maisonneuve, il y avait les pieds de Yvon Deschamps imprimés dessus.
Gilles Vigneault, Robert Charlebois, Jean Lapointe, etc. Donc, ces gens-là, tu les côtoyais à la maison ou presque, mais est-ce que très rapidement, tu as commencé à venir voir leur spectacle? Ah, moi, j'ai vu presque tous les spectacles et j'ai vu presque tous les spectacles qu'ils ont fait à la Place des Arts. Mais j'ai un souvenir extrêmement marquant de la première fois que je suis venue à la Place des Arts. J'étais tout petite. J'ai une sœur jumelle, Sophie. Je pense que je posais la question à maman parce que j'avais à peu près 5-6 ans. Et puis, c'était à la salle Wilfrid Pelletier. Et on était tellement petites, Sophie et moi, que quand on s'est assis sur les bancs, on n'arrivait pas à s'asseoir, les pieds nous ont monté comme ça. Alors, on n'a rien vu du spectacle. Alors, je suis pas capable de me rappeler du spectacle que j'ai vu. C'est devenu comme un manège, finalement. Les deux petites s'amusaient à flipper les bancs. Exactement. On essayait de baisser, puis on montait, puis on baissait. Parce que là, maintenant, il y a des petits bancs pour les enfants, là. Mais ça a été mon premier souvenir et je m'en rappelle très, très bien. Ah, ça, c'est très amusant, en effet. Ce qui fait qu'elle me l'a dit dans les coulisses tout à l'heure, elle se rappelle même pas ce que c'était le spectacle. Non, exactement. Elle a cherché. Tu as essayé de reconstituer, hein? En fait, maman me disait c'était en 67. Donc, en 67, elle me dit, tu avais à peu près 5 ans. Alors, vous savez tous mon âge. Je suis née en 62, donc en 67. Mais c'était l'année de l'Expo, C'était l'année de l'Expo. Et j'ai demandé à la Place des Arts de m'envoyer la programmation. J'ai été fascinée de voir la programmation. C'était l'année de l'Expo. Mais toutes les grandes compagnies de ballet qui étaient là, je suis sûre que c'était pas une compagnie de ballet que j'ai vue. Mais c'était incroyable la programmation qu'il y avait dans ce temps-là. Finalement, tu aurais aimé ça, avoir eu une dizaine d'années de plus au moins. J'aurais tellement aimé ça. Et profiter de toute cette visite internationale. Exactement. Ouais. Premier souvenir, Michel Lemieux, trop petit lui aussi pour avoir été là à l'inauguration, bien sûr, mais le plus ancien souvenir d'une visite à la Place des Arts? Je crois que c'est un casse-noisette en première rangée, au centre. Alors, ça a été mon baptême de l'immersion. J'étais sur scène avec les danseurs. Ça a été extraordinaire, inoubliable pour moi. Et après ça, j'ai vu Yvon Deschamps, parce qu'au début, la Place des Arts, on l'appelait la Place des Autres, parce qu'il n'y avait pas de Québécois qui pouvaient se présenter là. Mais à un moment donné, ça s'est transformé, c'est devenu la place d'Yvon, parce que j'ai vu plusieurs spectacles d'Yvon Deschamps et c'est devenu... je pense que Yvon Deschamps a vraiment permis de rendre la Place des Arts accessible. C'est très intéressant parce que c'était un début à l'ouverture. Quand on lit sur l'histoire de la Place des Arts, c'était pour accueillir de la visite de l'étranger, ce qu'on a fait beaucoup en 67, comme Annick le disait, mais c'était aussi pour qu'il y ait une scène de grande envergure pour que les artistes d'ici se produisent. Mais ton impression, c'est qu'ils se sont pas tout de suite appropriés. Non, parce que ça prend des grands moyens pour remplir la scène de Wilfrid Pelletier, pour la louer aussi. En particulier, et même Jean Duceppe, qui est une immense scène. Alors, ça prend des moyens, ça prend aussi un savoir-faire qu'on a appris, je pense, depuis les derniers 60 ans. À Montréal et au Québec, je pense qu'on a appris notre métier de plus en plus, puis maintenant, on peut investir les scènes du monde entier. Les scènes, en effet. Denis Bernard, donc un garçon qui est arrivé à Montréal à quel âge? Moi, je suis arrivé à Montréal, j'ai commencé à fréquenter la Place des Arts très tard, en 82. À peu près, 82, 83. Étudier le théâtre à Montréal? Pas du tout, j'ai étudié le théâtre à Québec. Alors pour moi, le centre artistique dans ma vie était plus autour du Grand Théâtre de Québec à ce moment-là, et c'est là que ça se passait plus pour moi. Et c'est le travail qui m'a amené ici, une audition en fait, qui m'a amené à Montréal, une audition qui m'a fait rentrer pour la première fois dans la Place des Arts. Je n'étais jamais venu à la Place des Arts. Tu n'es pas venu comme spectateur d'abord ou comme acteur? Je ne suis pas venu comme spectateur, je suis venu passer une audition
pour M. Duceppe que je vois juste là. Et je suis arrivé par le 1400 Saint-Urbain. Je suis même pas rentré par les grandes portes, je suis rentré par à côté. On m'a guidé. Je suis arrivé au Salon Vert. Je ne sais pas si on l'appelle encore le Salon Vert, mais il existe toujours en tout cas. Et je venais auditionner pour un rôle important dans Désir sous les ormes d'Eugène O'Neill, pour ne pas le nommer. Et j'étais avec Monique Miller, Guy Provost, et j'ai rencontré M. Duceppe là pour la première fois, qui était au bout de la table. Et c'était un samedi, j'oublierai jamais, un samedi matin. Je suis venu faire l'audition, j'ai repris l'autobus, je suis retourné à Québec. Et puis, quand je suis arrivé à Québec, c'était M. Duceppe qui disait « Bon, ben tu t'en viens, on commence à l'automne. » Fait que voilà, ça a été mon premier contact. Ah, c'est pas rien, quand même. Et dans cette année-là, bien évidemment, à partir du moment où je me suis mis à travailler ici, j'étais quand même... Je pense que le premier spectacle que j'ai vu ici, qui a compté pour moi énormément, c'était ces deux clowns italiens, les frères Colombaioni. Ah oui, ben oui. C'était au Maisonneuve, si ma mémoire est bonne. J'ai vu ça aussi. Alors, Michel, est-ce que c'est quel genre de spectacle de clown, ça? Ben moi, j'ai vu ça, je crois, après les... Oui, non, j'ai vu ça dans les années 80. C'était du clown absurde, en fait. C'était deux clowns, deux beaux-frères italiens qui faisaient du clown. Alors, l'Auguste et le... Très loin du clown américain. Et voilà, c'est dans quelle salle? Parce que deux clowns, on n'est pas à Wilfrid Pelletier. C'était au Maisonneuve. À Maisonneuve, oui. D'accord. Wilfrid Pelletier, j'ai vu Casse-Noisette. C'est là que j'ai vu un premier spectacle avec ma petite fille. Et puis, je pense que Casse-Noisette va tous nous réunir aujourd'hui. Moi aussi, un des premiers spectacles que j'ai vu. Qui a vu Casse-Noisette ici? Levez la main. Mon Dieu! C'est incroyable. Annick, tu vois, la magie du ballet, ce que ça fait. Mais tu sais, pour répondre, les premiers contacts que j'ai eus, puis ça c'est avec la Place des Arts, bien sûr, avant d'y venir, c'est par la télévision, par les grands concerts que Radio-Canada nous présentait, les spectacles d'Yvon Deschamps, Claude Léveillé, je crois, qui a été le premier québécois. Tu parlais de la Place des Autres tantôt, mais... Je sais qu'il vient très, très tôt sur la murale. Alors, c'est probablement, oui, un des premiers Québécois, effectivement. Nicolas Ellis, évidemment, on saute quelques années pour parler de ta première visite à la Place des Arts. Toi, tu es né au Saguenay, tu es né à Chicoutimi, de parents musiciens qui ont fondé là-bas le Quatuor Alcan, donc qui jouaient tous les deux aussi, qui étaient ce qu'on appelle les premières chaises de l'orchestre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce qui t'amène à la Place des Arts la première fois? C'est en famille, pendant une visite à Montréal, ou c'est quand tu es étudiant ici? C'est avec... moi, j'étudiais le piano au Conservatoire de Saguenay. Puis j'essaie de me souvenir dans les derniers jours, j'avais quel âge exactement, mais c'était quelque part entre 15 et 17 ans. Quelques étudiants du conservatoire, on s'était organisé une sortie où on venait voir un concert de l'Orchestre symphonique de Montréal. Puis ça, c'était à une époque... pendant mon adolescence, moi, j'adorais la musique, les sonates de Beethoven, puis j'apprenais son 3e concerto. Puis là, on avait vu que l'OSM présentait le 5e concerto de Beethoven, l'Empereur. Puis j'essaie de me souvenir, je me souviens que c'était l'OSM avec Kent Nagano, mais j'arrive pas à me souvenir qui était le soliste. Le pianiste? Malheureusement, mais je venais pour voir... Pour l'œuvre. Pour le compositeur, puis pouvoir apprécier, c'est ça, une œuvre extraordinaire jouée par un ensemble comme l'OSM qui a maintenant une réputation à l'international, évidemment. Donc, pour moi, c'était vraiment un souvenir extraordinaire de pouvoir apprécier une œuvre monumentale du répertoire, puis qui était jouée par des musiciens de qualité comme ça. Donc, ça a été... Puis je me souviens, on était un petit peu en retard, là, on courait du métro, là, puis je me souviens que j'avais fait un petit jogging pour me rendre à la salle Wilfrid Pelletier, parce que c'était avant la Maison Symphonique. C'était avant, donc, absolument. Oui. Alors, il y a Michel Lemieux, tout à l'heure, qui a glissé une expression qui a rôdé longtemps, hein, la place des autres. Et ça, les gens de la Place des Arts, ils veulent vraiment pas qu'on pense que c'est la place des autres. Ils veulent qu'on se sente chez nous, que ce soit un endroit pour les citoyens. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui a fait que ça,
cette espèce d'aura-là a duré quand même un peu. Dans les coulisses, je leur racontais que la première fois que je suis venue jouer ici, moi, c'était en 1998 avec Imuzici. Ça fait donc un bon moment, là. Mais à l'époque, les chauffeurs de taxi qui nous amenaient ici, Place des Arts, oh, mais vous y allez des fois? Non, 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 c'est pas pour moi. Puis on entendait ça, c'est les chauffeurs de taxi québécois, mais qui avaient l'impression que c'était un monde qui leur était pas accessible. Puis j'avais envie de leur poser la question, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on a franchi cette barrière-là? Peut-être Annick, parce que Annick a vraiment presque vécu ici. Comment tu perçois le lien avec le public maintenant? Bien, je pense que oui, ça a changé, mais effectivement, dans les années 60, début 70 aussi, c'était peut-être un peu comme ça, mais moi, je l'ai jamais vraiment ressenti même en tant que public aussi. C'est sûr et certain que tous les résidents de la Place des Arts, il y avait toujours des matinées scolaires. Hein. On se rappelle tous qu'on est allé dans des matinées scolaires, on invitait les jeunes à venir à la Place des Arts. Je pense que ça fait partie... Moi, je ne l'ai pas vécu. Je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas ressenti non plus. Est-ce que les grands ballets, c'est vrai, on fait beaucoup d'opérations aussi pour renouveler le public? Exactement. Puis je pense que l'opéra l'a fait aussi, l'orchestre l'a fait, le théâtre aussi. Oui, beaucoup. Oui, exactement. Oui. Donc, je pense que de plus en plus, les Montréalais s'approprient la Place des Arts. Et surtout, tout ce qui est fait à l'extérieur, toutes les activités gratuites autour de la Place des Arts. Je pense que c'est... tout l'espace qui est maintenant habité aussi avec les salles d'exposition, entre autres. Aussi, on a dansé. Moi, j'ai dansé plusieurs fois à l'extérieur. Sur l'esplanade. Ici, dans la petite salle devant Maisonneuve, il y avait un tapis de danse, on faisait des spectacles. Moi, je me rappelle, dans le début des années 80, il y avait les Midis de la Place qui étaient animés par Henri Barras, qui invitait justement le public à venir. Oui, puis il y avait un petit lunch. Il y avait un petit lunch qui était donné. Donc, de midi à 1h, les gens mangeaient. C'était à la salle Wilfrid Pelletier, c'était au piano Nobilé. Et puis, le public, je pense qu'il refusait des gens. Mais il y avait aussi, si vous me permettez, juste ici au coin, il y avait le Café de la Place. Oui. Et ça, c'était extraordinaire parce qu'en théâtre, il y avait des œuvres qui se sont jouées là, avec peu de moyens, avec des grandes performances d'acteurs. Il y a eu plusieurs acteurs, actrices qui sont allés jouer là. Et c'était formidable. C'était un petit théâtre de poche, en fait, à peu de moyens techniques, mais on sentait, et c'est important de sentir ça dans un espace comme la Place des Arts, que tous les raccoins étaient occupés. Il faut que ça circule. Et qu'il y avait une place justement pour la relève et l'audace. Oui, puis il y avait aussi, j'ai vu des choses, je me souviens d'avoir vu un spectacle 3 fois dans la même année, là, mais bref, une des versions avec Jean-Marie Lemieux, Louise Marleau ici, là, c'était pas banal, là, au Café de la Place, et je l'avais vu à Paris, Mademoiselle Julie de Strindberg. J'avais vu ça 3 fois dans l'année, à différentes places, et puis au Café de la Place avec 2 chaises et 2 acteurs, actrices formidables. Franchement, je pense que c'est la meilleure version que j'ai vue de tout ce que j'ai vu. Tu sais. Donc, c'est une des forces de l'endroit, c'est d'avoir à la fois les grandes salles très officielles. Mais c'est dans ce sens-là que le public, que un centre d'art comme ça rejoint le spectateur. Il faut proposer les occasions, il faut créer les lieux, les raccoins, si vous me passez l'expression. Et la Place des Arts a continué aussi de grandir. Là, Nicolas évoquait la Maison Symphonique, qui est la plus récente, mais la 5e salle, Michel, tu l'as fréquenté pas mal. Moi, j'ai vu un spectacle extraordinaire de Michel, c'est Norman à la 5e un hommage à Norman McLaren. Exactement. Et puis, ce spectacle-là en particulier, c'est une belle aventure parce qu'on a vraiment créé à la Place des Arts, dans les sous-sols. Il y a des salles de répétition dans les sous-sols de la Place des Arts. En fait,
je me suis souvenu que j'ai souvent créé des spectacles dans les sous-sols, même des spectacles qui étaient destinés au TNM ou à d'autres théâtres. Ah bon? Oui, oui, on louait la salle et on avait toujours des deals incroyables. Et Norman, c'est un tout petit spectacle avec un performeur, un danseur. Donc, on était avec le danseur Peter Trostmer, qui était chorégraphe et danseur, Victor Pilon, qui a été mon comparse pendant des années. On était 3 et on était dans un tout petit endroit minuscule, on appelait ça le garde-robe de création et on est parti de là, on a migré dans une plus grande salle et ce spectacle-là, qui est parti des sous-sols de la Place des Arts, a fait le tour du monde pendant 10 ans. On a 6 ans, tu dis? 10 ans. 10 ans. Pendant 10 ans, on a joué, pas consécutivement, mais on a joué partout sur presque tous les continents. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est parti des trips, des bas-fonds de la Place des Arts, où il y a des choses intéressantes qui se passent dans le sous-sol. Est-ce que tu aimes ça, Denis Bernard? Justement, parlons des salles de répétition. On va demander à Nicolas, on va demander à tout le monde, répéter ici, parce que ces salles-là sont très aveugles en même temps. Hein? Oui, c'est une... moi, j'ai surtout répété à la salle, évidemment, à la salle de répétition de chez Duceppe. Et la salle de répétition de chez Duceppe est réputée pour ne pas être la plus belle des salles de répétition. Bon. Mais est-ce qu'il y en a des vraiment belles? Je dirais de plus en plus, ou au moins fenestrées. Il y a des... Bon, ici, la salle de répétition chez Duceppe, il n'y a pas de fenêtre. C'est un espace et il n'y a pas de hauteur de plafond non plus. Mais ça achève. C'est une question... En fait, je peux pas vendre de scoop, là, mais c'est fini au moment où on se parle. Maintenant, ils vont prendre un autre local dans la Place des Arts et ça va devenir un lieu où on essaie de rendre la création des spectacles le plus facile possible pour les créateurs et pour les artistes qui sont dedans. Mais j'ai répété ici maintes fois, puis ça reste la beauté d'une salle de répétition, puis je suis sûr que mes camarades vont être d'accord. Quelque part, l'architecture et tout, bien sûr, ça peut être plus agréable et tout, mais il n'y a rien qui accote une salle de répétition parce que c'est là que tout se crée, tout se passe, tout se partage et il arrive des choses extraordinaires là-dedans et c'est toujours périlleux d'ailleurs de partir de la salle de répétition pour arriver sur la salle de spectacle. Mais moi, j'ajouterais quelque chose, c'est que, bon, j'ai souvent créé des spectacles dans des salles isolées, puis tu arrives dans le théâtre, mais ici, quand tu répètes dans les sous-sols de la Place des Arts, tu as l'opéra qui répète à côté, tu as la maison symphonique, tu as un autre spectacle de théâtre qui répète. Alors, il y a une communauté. Entre les moments de répétition, on se voit dans les corridors. Ça crée de la vibration dans l'air. Ça crée de la vibration, puis ça, c'est assez étonnant. Hein? D'habitude, on est tout seul dans notre bout, puis après ça, on se retrouve sur scène. Est-ce qu'il y en a qui sont dérangeants, là, les gens d'orchestre? Est-ce qu'ils vous dérangent, les gens de théâtre? Au contraire, non. Au contraire. Moi, j'ai joué un drame ici, Le désir sur les hommes, là. C'est une anecdote très courte, mais c'est trop drôle. Je pense qu'il y a eu des ajustements techniques au fil des années aussi à la Place des Arts. Mais on était dans une scène hyper dramatique, Monique Miller et moi, le jeune amant avec sa maîtresse et tout. Puis il y avait Michel Louvain qui jouait la dame en bleu, juste aux Maisonneuve au-dessus. On entendait le bass drum, puis ça, le public l'entendait pas, lui, mais nous, sur scène, on faisait « C'est quoi ça? » OK, ça, c'est pas en salle de répétition, c'est en salle, en représentation. Oui. Ah, du coulage! Ouais. Est-ce que, je ne sais pas s'il y en a souvent, j'ai jamais vécu ça, mais c'est sûr que... Ça, je me rappelle de ça. Oh, je comprends, en effet, de Maisonneuve à Duceppe, c'est vrai que c'est les deux qui sont les plus superposés. Mais l'idée des salles de répétition, parce que tout à l'heure, je me faisais un peu l'avocat du diable. Je disais, c'est des salles dans le sous-sol, il n'y a pas de fenêtre. Mais dans le fond, ça crée un genre d'isolement qui est bénéfique. On sort du temps. Nicolas, tu as souvent répété dans le sous-sol ici, toi? Oui, c'est ça. Musicalement, le défi, c'est toujours peu importe la salle de répétition dans laquelle on se retrouve, c'est d'accepter le fait que ce ne sera pas exactement l'acoustique qu'on va avoir dans la salle de concert. Ça, c'est une façon très polie de le dire. C'est pas exactement l'acoustique. On pourrait dire que c'est pas du tout l'acoustique. C'est pas du tout. Mais en même temps, je dirais que, disons, l'un des côtés, si on veut être positif, puis un des côtés bénéfiques, c'est que
musicalement parlant, quand on est dans une salle où il n'y a pas une acoustique très réverbérante, ben, ça nous permet d'entendre tous les petits détails qui ne marchent pas. Et donc, on embarque on essaie très tôt dans la répétition, on embarque dans la correction de tous ces petits détails-là. C'est très révélateur. Ce qui fait que quand on arrive dans la maison symphonique, tout d'un coup, c'est comme wow, le son, non seulement la qualité de l'acoustique vient vraiment amplifier à tous les niveaux tout le travail qu'on a fait dans la salle de répétition. Puis pour moi, je les trouve quand même, pour moi, ils ont un petit côté glamour, les salles de répétition, parce que moi, les premières fois où je suis allé voir, où j'ai découvert la salle D et la salle E, là, qui sont les salles de répétition en bas, c'est quand j'avais écrit à l'Orchestre métropolitain, quand j'étais étudiant pour venir observer des répétitions de Yannick et l'OM. Donc, moi, je trouvais ça vraiment impressionnant là, de passer la sécurité, prendre un ascenseur, aller dans les ténèbres de la Place des Arts pour aller voir où justement, où toute la magie se passe. Le fameux, c'est ça, les antres, comme disait Michel Lemieux tantôt. Nicolas, tu as évoqué quelque chose, puis Denis en avait glissé un mot aussi, ce moment où on passe de la salle de répétition à la scène. C'est un moment qui est très particulier, mais il me semble que c'est au ballet que ça doit être peut-être le plus presque déstabilisant, parce que tout d'un coup, il y a de l'éclairage qui peut perturber le danseur. Quand on est musicien dans un orchestre, on sait que il y a un éclairagiste qui va venir bien placer les choses, mais quand on est danseur, là, il me semble que de se retrouver dans un espace complètement différent, on n'a plus les mêmes repères, ça doit être presque physiquement déstabilisant. Oui, c'est une adaptation aussi. Puis c'est une adaptation aussi avec les grands ballets canadiens quand on dansait avec l'orchestre aussi. Donc, c'est sûr que quand on est en salle de répétition, on danse avec la musique enregistrée, mais c'est simplement la veille qu'on arrive avec l'orchestre. Et puis, mais tout ça, ça devient magique aussi, les décors, l'éclairage. Je pense qu'il y a une magie et pour nous, les danseurs, d'avoir tout l'environnement de la scène. Les décors. On attend ça. Ah oui? Alors, c'est vraiment une espèce de privilège. La magie se forme très, très vite sur scène. Mais est-ce que la première entrée sur la scène avec le décor, mettons Casse-Noisette, il y en a des choses sur scène, là, est-ce qu'il y a un petit risque au départ de perdre quelques repères techniques? Il faut remettre la machine, ajuster la machine. Tout à fait. Il y a un temps de répétition sur scène, justement, ce qu'on appelle de faire de l'espacement, de voir avec les éclairages, avec les décors qui bougent. Les danseurs ne dansent pas, font simplement se déplacer, marcher. Et après ça, il y a la répétition avec tout. Oui. Mais avant de voir l'orchestre, il y a une répétition aussi d'espacement. Donc, c'est un long processus, mais ça devient, à chaque étape, ça devient de plus en plus magique. Il y a une exaltation qui arrive. Denis Bernard au théâtre aussi, bien sûr, cette étape-là est très, très importante. C'est une étape cruciale parce qu'au théâtre, on répète avec des tapes sur le plancher. Puis, les espaces sont délimités comme ça. On nous dit, bon, ben ici, il y a un escalier. On fait OK, bon, il va y avoir. Et tout à coup, on arrive en 3 dimensions dans un décor qui soit réaliste ou qui ne l'est pas. Ce que je joue actuellement, on se retrouve avec des déplacements, des changements dans l'espace, des plateaux lumière, qui tournent, le plateau tournant. Alors, il faut s'adapter à ces conditions-là. Puis, en général, en tout cas, depuis que je pratique ce métier-là, on a toujours à peu près sur une production dans des. Et c'est important, on parle de l'équipement, on parle de l'expertise des techniciens, et c'est extrêmement important. Sans eux, sans tout ça, il n'y a rien qui est possible. Et le passage de la salle de répétition à ça exige une semaine à peu près. L'entrée en salle. C'est quand on a vraiment maintenant, de nos jours, beaucoup de temps pour le faire. On a 5-6 jours d'entrée en salle où on dit on est en général technique, et puis là on arrive à une avant-première et une première où tout peut arriver et tout arrive très souvent. Puisqu'on est à la Place des Arts, Denis Bernard, Duceppe, c'est la plus large, la plus grande scène de Montréal. Hein? Ouais. C'est même
une scène dans le milieu, les gens rouspètent des fois. Ah, c'est bien trop grand pour cette pièce-là, je ne sais pas comment on va faire. C'est un immense plateau. Ouais. Je pense que le record que j'ai vu, c'est une pièce à 2 personnages. Là. Sûrement, oui, il y en a eu. C'est un défi incroyable d'habiter. Je me rappelle de François Papineau jouant le rôle d'une personne handicapée à qui il restait 3 doigts qui bougeaient puis des clignements d'yeux. Là. Imaginez faire passer ça dans une immense salle. Ouais. C'est un défi pour les acteurs, un grand plateau. Est-ce que ça fait peur? Ben moi, vous venez de prononcer le mot. Je me souviens, je reviens à ce premier spectacle où j'ai joué, puis il y avait une maison de 2 étages, une maison de campagne bâtie sans le 4e mur. Et je me souviens, le public, la salle du Port-Royal qu'on appelait, là, la salle de chez Duceppe, c'est à l'Agora, donc c'est un mur de spectateurs, c'est 800, puis il y a 80 pieds de large la scène quand même. Alors c'est sûr que ça exige de l'interprète une espèce de capacité de projection, il y a des exigences vocales qui sont importantes et il y a des défis à jouer dans cette salle-là. Monsieur Duceppe disait tout le temps, regarde pas le plancher, là. Parce que la dernière rangée, là-bas, ils sont loin, là. Alors, il y a une espèce, ça donne... C'est une salle qui peut faire peur, mais c'est une salle qui, une fois, je pense qu'on peut la mettre, je pense, j'en suis certain, c'est une salle qui, maîtrisée, devient extrêmement agréable et où il est possible de chuchoter même. Mais il faut juste ramasser ça et ça fait appel à nos techniques, soit de musiciens, de danseurs ou d'acteurs. Mais c'est sûr que c'est une salle qui en impose et une scène qui en impose. Ouais. Il y a plusieurs metteurs en scène qui ont des approches différentes aussi sur ce plateau-là. Certains, là, actuellement, on utilise le plateau sur toute sa largeur. Oui. Très souvent, on va créer des boîtes aussi sur ce plateau-là. On va déposer des boîtes avec des décors qui ramènent l'œil et qui nous ramènent, qui recentrent, mais ça dépend des spectacles. Oui. Et puis, j'ai envie de dire, la dramaturgie évoluant et les histoires se racontent plus nécessairement de la même façon non plus aujourd'hui. Donc, on dirait que ce plateau-là est encore plus vibrant qu'il l'était à cause de la façon dont on raconte les histoires. En ce moment, avec Salle de Nouvelles, on peut dire qu'il est justement pleinement exploité avec cette nouvelle façon de raconter qui emploie entre autres des écrans vidéo parce que ça se passe dans les médias. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Salle de Nouvelles ici? C'est assez extraordinaire. On applaudit Denis Bernard. Merci. Merci. C'est gentil, merci. C'est vraiment, c'est très puissant. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Les Noces de Figaro? Ah! Hey. Il paraît que c'est très bon, ça aussi. Je ne l'ai pas vu, mais ça vaut une claque aussi. Oui? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu, là, je vais finir ma tournée, Annick Bissonnette danser, là, vous avez vu? Oui, ouais. Et un spectacle de Michel Lemieux, si vous ne l'avez pas vu encore, comme je vous l'ai dit en sortant, il y a ça, mais je vous assure que ça vaut le détour. Il y a donc, on a parlé beaucoup de votre façon d'habiter ce lieu, tous les 4. On n'a pas encore beaucoup parlé de la Maison symphonique. Nicolas Ellis, une salle comme la Maison symphonique, des fois, il y a une image un petit peu cliché, on dit que la salle devient un instrument de musique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Absolument. Ben oui, je veux dire, c'est comme pour... un violoniste ou une violoncelliste qui apprivoise un nouvel instrument, qui va résonner d'une manière différente, qui va avoir ses avantages, des fois des petits caprices ou quoi que ce soit. Puis la Maison symphonique, il y a tout un dispositif aussi pour contrôler, entre guillemets, dans la mesure du possible, l'acoustique avec les rideaux qui peuvent s'ouvrir, le plateau en haut, le plafond qui peut se baisser, se relever. Donc, toutes sortes de façons de jouer avec l'acoustique. Mais... Est-ce que tu as ta propre recette? Quand tu diriges, mettons, l'Orchestre métropolitain, est-ce que tu emploies les mêmes configurations que tous les autres chefs? Moi, personnellement, je dirais que non. Par contre, ayant travaillé beaucoup avec Yannick, puis sachant un peu ce que lui aime, on a trouvé une recette, entre guillemets, là, où est-ce que... Qui fonctionne bien pour l'Orchestre métropolitain. Oui, puis ce que lui il recherche. Mais je dois dire qu'avant tout, on est tellement chanceux d'avoir une maison symphonique. C'est une expérience
c'est incomparable de pouvoir apprécier un concert symphonique dans une maison, dans une salle qui rend justice à tout le potentiel, tout le talent des musiciens qui sont sur scène. Donc, c'est toujours un immense plaisir et privilège pour moi quand j'ai des concerts là-bas. Ouais. Je pense que tu nous as parlé de ton premier spectacle comme spectateur tout à l'heure, mais j'aimerais ça que tu nous dises à quel moment, toi, tu as dirigé pour la première fois à Place des Arts. Moi, la première fois, c'était avec l'Orchestre métropolitain. Donc, au début, quand Yannick avait créé un poste de collaborateur artistique pour moi. Donc, à travers ça, je faisais quelques concerts comme chef invité. Puis, j'ai dirigé les Planètes de Gustav Holst à la Maison symphonique. Oh, ça a été ta première, ça, à la Place des Arts? Oui, c'est la première fois. Puis, donc, c'était quand même le fun parce que c'est une œuvre extraordinaire. Les Planètes, c'est vraiment un chef-d'œuvre d'orchestration. Évidemment, il y a beaucoup de musiciens sur scène. C'est une musique que les musiciens aiment jouer aussi. Ouais. Donc, puis c'était dans le cadre aussi d'un projet concert famille et concert scolaire. Donc, on avait beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui étaient là, puis qui, eux, probablement, venaient peut-être pour la première fois à la Place des Arts, peut-être la première fois à la Maison symphonique, et qui découvraient un peu tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans... Une œuvre formidable pour accrocher des jeunes aussi. Wow! Michel Lemieux, ta première Place des Arts, vous savez, il y avait un concours qui s'appelait comme ça longtemps, Ma première Place des Arts. Ta première Place des Arts? J'avais fait un spectacle dans les années 80 qui s'appelait Solide Salade, que j'avais tourné partout dans le monde. Et les dernières représentations, parce qu'à un moment donné, au bout de quelques années, j'avais le goût de faire autre chose. Et ça a été aux Maisonneuve. Ah bon? Ça a été ma première Place des Arts. Ah oui! Mais le show était, j'imagine, très attendu à ce moment-là parce qu'on en avait beaucoup c'était comme au bout de 3 ans de tournée. Oui. J'avais fait beaucoup le Spectrum, le feu ex-Spectrum. Et puis, en fait, moi, toute ma carrière a tourné autour de la Place des Arts. Du quartier des spectacles. Absolument. Au départ, dans des galeries d'art, une galerie qui s'appelait Véhiculaire, juste en face du Spectrum. Et j'ai simplement passé de la galerie d'art au Spectrum et du Spectrum à la Place des Arts. Ben oui. Simple comme ça. Denis, on a su que sa première Place des Arts, c'était un rôle chez Duceppe. Oui. Puis ça a bien été? C'était extraordinaire. Oui, ça a été, j'ai envie de dire, le recommencement, parce que c'est à partir de là que je pratiquais mon métier à Québec beaucoup. Et puis, M. Duceppe m'avait donc accueilli pour ce spectacle-là. L'année suivante, c'était une création de Michel Tremblay qui s'appelait Le gars de Québec, d'après le réviseur de Gogol. Alors, j'ai joué ça. M. Duceppe m'a dit, tu vas jouer ça? Le gars de Québec, c'est toi, ça? Et l'année d'après, M. Duceppe me dit, écoute... tu fais partie de la maison. Là, c'est bien beau les perdièmes puis tout, là, mais il faudrait bien que tu fasses un choix à un moment donné. Là, pour vrai, c'est alors, j'ai décidé à en fait, c'est la Place des Arts qui t'a fait venir à Montréal. C'est vraiment la compagnie Duceppe qui, à un moment donné, M. Duceppe m'a dit, écoute, puis je commençais à faire de la télévision aussi en même temps, une chose en amenant une autre. Bref, j'ai choisi de partir, puis en 87, je me suis vraiment établi à Montréal. Mais ça a été, le premier spectacle auquel j'ai participé. Puis j'ai eu la chance inouïe de pouvoir... parce que le théâtre Duceppe avait cette particularité, et c'était dans son ADN, si on peut dire, c'est un théâtre américain. C'était le théâtre américain, le théâtre anglais, un théâtre qui parlait de l'américanité et du héros américain, le commis voyageur, ces personnages un peu mythiques de la dramaturgie américaine, qui se rapprochaient énormément du public et des gens. Et il y avait une identification. Et puis moi, j'ai toujours trouvé un immense bonheur à jouer ce théâtre-là, parce que c'est effectivement le théâtre qui me parle aussi le plus, c'est celui dans lequel j'aime le plus m'investir. Alors, il y a eu des aventures avec Michel Dumont après et tout ça. Il y a eu des belles grandes aventures artistiques qui se poursuivent encore. Qui se poursuivent encore. Annick Bissonnette, ta première Place des Arts? Ma première Place des Arts, c'était mon premier spectacle professionnel. La première fois que je montais sur scène, c'était en 1979. C'était au Théâtre Maisonneuve. Donc, toute jeune, là, même pas 20 ans. J'avais 17 ans.
Et à Maisonneuve, donc Maisonneuve. c'était pas Casse-Noisette? C'était pas Casse-Noisette, c'était avec les Ballets de Montréal et c'est là que j'ai eu le coup de foudre, la piqûre de la scène. Mais c'est bizarre, mais ça me semble presque pas si jeune que ça pour faire un premier spectacle, 17 ans. 17 ans, oui. J'ai commencé, je suis rentrée dans une compagnie avec les Ballets de Montréal à l'âge de 17 ans. OK, c'est jeune pour rentrer dans une compagnie. C'est jeune pour rentrer. Oui, en effet. C'était quand même, parce qu'on le sait qu'un danseur professionnel, c'est à 17 ans, 18 ans, 20 ans même. Les débuts de carrière, oui, c'est ça. Carrière. Mais ceux qui ont, c'est que je pensais à ceux qui ont la chance de se faufiler dans Casse-Noisette, des fois, ils entrent plus jeunes. Oui, exactement, mais moi, j'étais pas... Tu n'étais pas au Grand Ballet à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai commencé à danser, parce que j'ai vu justement le ballet Casse-Noisette, mais je n'ai jamais participé au ballet de Casse-Noisette. Jamais? Jamais. Ben, en fait, oui, en tant que première danseuse. Ben oui, je l'ai dansé pendant 18 ans. Ben oui, c'est ça. Mais pas enfant. Pas enfant, d'accord. Non. Pas enfant. Non. Nuance Non. importante. Exactement. Et tu as, pendant 22 ans, fait partie du Gala des Étoiles? En fait, j'ai fait le Gala des Étoiles de ses débuts à... Je ne l'ai pas dansé 22 fois. Je pense que je l'ai dansé à peu près une dizaine de fois. C'était vraiment... Ça regroupait tous les danseurs à travers le monde. Je l'ai fait presque à tous les années. Je ne sais pas s'il y avait 22 spectacles, 22 ans. Ça n'a pas été 22 ans des Galas des Étoiles. D'accord. Autrement dit, sur 22 ans, tu l'as fait une dizaine de fois, à chaque fois, Oui, à chaque fois que ça se produisait. Exactement. Et qu'est-ce que c'était à ce moment-là? C'était une occasion de rencontrer les danseurs qui venaient En fait, c'est ça. On se réunissait, tous les danseurs à travers le monde, puis on présentait soit un pas de deux, soit un solo. Et c'était vraiment la famille qui se réunissait, puis on se voyait. Mais on voyageait tellement ensemble que souvent, on se voyait à Paris, on se voyait en Italie, on se voyait partout un peu. Et puis, c'était l'occasion de les recevoir aussi à la Place des Arts, à Wilfrid Pelletier. Mais justement, parmi les grands spectacles qui sont venus, que tu as eu la chance de voir, qu'est-ce qui a été peut-être le plus marquant? On l'a dit tantôt, elle était trop jeune pour Expo 67, là, mais après, là, jeune danseuse, là, est-ce qu'il y a eu des moments marquants? Il y en a eu tellement que je ne suis pas capable d'en nommer un. OK. Mais je me rappelle, parce que moi, je ne viens pas juste voir de la danse, je vois tous les spectacles. Et je me rappelle d'un spectacle dans les années 70, est-ce que c'est 75, 76? C'était à Wilfrid Pelletier, c'était le Big Bazar avec Michel Fuyet. Ah, ben et là! Ce spectacle-là, je pense que je suis allée 3 fois le voir pendant la semaine. C'est un spectacle qui m'a marquée parce qu'il y avait des danseurs, puis moi, j'adore les comédies musicales avec les chanteurs. Donc, ça a été un spectacle marquant pour moi de l'international. Denis Bernard, est-ce qu'il y a un spectacle autre que du théâtre qui t'a marqué à Place des Arts? Je me souviens d'un concert, on en parlait tantôt avant, là, je pense que c'est Brubeck, Dave Brubeck. Dave Brubeck? Ouais. Festival de jazz, ouais, Festival de jazz, là, je me souviens c'est drôle, je me souviens plus de l'expérience de venir au spectacle, des fois, que d'un spectacle lui-même. Tu sais. Oui. Bon, les frères Colombayoni, je me souviens que ça m'avait vraiment marqué parce que j'avais jamais rien vu de tel. Enfin, puis je sais pas, je suis très sensible à l'univers du clown. C'est quelque chose qui m'atteint profondément. Et la Place des Arts, en les invitant, faisait la démonstration que tout est possible aussi. Oui. C'est toujours ça, hein? C'est l'expérience qu'on vit. Alors, c'est ça. Il y a Mélodie Gardot aussi, je pense. Ah oui, c'est ça. Ouais. Grande chanteuse de jazz. Ouais. Michel Lemieux, c'est intéressant. Denis Bernard disait « J'avais jamais rien vu de tel ». Mais quand on voit des spectacles de Victor Pilon et Michel Lemieux, on n'a jamais rien vu de tel non plus. Alors toi, à Place des Arts, tu n'as pas vu beaucoup de spectacles de ta discipline, parce que c'est une discipline que vous avez inventée,
Mais qu'est-ce qui t'a marqué comme spectateur? Bon, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué à la Place des Arts, dont la compagnie Netherlands Dance Theatre. Ah oui. Qui est une compagnie extraordinaire, qui est souvent venue faire des spectacles à la Place des Arts. À un moment donné, ils ont fait un spectacle en 3 parties. Et c'était au début, première partie, les jeunes de la compagnie. Ils avaient 20 ans, 22 ans. C'était extraordinaire. Tellement d'énergie, tellement de... sont dans le futur. Ils sont dans le futur, ces jeunes-là. Après ça, deuxième partie, les un peu plus vieux, 35, 40, 45 ans, de la compagnie. C'est une grande compagnie de danse. Là, on sentait plus de maturité, un petit peu moins de prouesse, mais plus. Et la troisième partie, c'était les 60 ans et plus de la compagnie, ceux qui avaient fondé la compagnie. C'était extraordinaire. Et là, c'est une leçon pour tout le monde. C'est bien beau la virtuosité, c'est bien beau la jeunesse, mais à 60 ans, non, on ne saute pas aussi haut, mais c'est beaucoup plus habité. Et c'est là que le danse-théâtre prenait tout son sens. La compagnie de 60 ans et plus, tout d'un coup, ça devenait incarné, ça devenait du théâtre, de mouvement. Et ça m'a marqué à vie, complètement. Annick, je te voyais réagir. Tu as vu ce spectacle-là? Je l'ai vu, j'ai presque tout vu les spectacles de NDT. Puis c'est ça, c'est exactement ça. Il y a 3 compagnies avec le Netherlands Dance Theatre. Il y a la première compagnie qui est la vraie compagnie, la 2 et la 3. Et effectivement, la 3, les 60 ans et plus, c'est absolument émouvant. Oui. Et de les voir assemblés, oui, je me rappelle très bien, c'était Danse qui les avait fait venir. Oui, absolument. Alors c'est, oui, très, très bien. Alors Annick, quand est-ce qu'on te revoit danser? Oh! Dans une autre vie, peut-être. Est-ce que tu danses encore? Non, je danse plus. J'enseigne maintenant. Tu enseignes? J'enseigne. Et pour garder la forme? Je m'entraîne. Je danse avec mon cœur. Elle danse avec son cœur. Est-ce que tu danses dans ton salon? En mettant de la musique. Oui, je vais danser dans mon salon, mais je vais voir des spectacles, puis ça me nourrit. Ça me nourrit. La danse, de voir ça sur scène, ça me nourrit. Puis tu accompagnes les jeunes de l'école. Oui. Tu danses par procuration en les faisant grandir. Exactement. Puis ils sont donc bons, les jeunes. Oui. Et ça, Denis Bernard, c'est un grand privilège, puis Nicolas Ellis aussi, de faire des métiers pour lesquels il y aura toujours une place pour vous à la Place des Arts, tant que vous aurez envie et l'énergie et le talent que vous avez. Tant que la santé nous le permet, ce serait fantastique. Justement, tu parlais de danse. Il y avait un spectacle du Piccolo Teatro qui était venu jouer ici. L'acteur qui jouait Harlequin à 20 ans, qui faisait des prouesses et tout, puis qui le joue à 70 ans et qui fait presque plus rien, mais tu as l'impression qu'il est encore plus virtuose qu'à l'époque. Fait que c'est peut-être ça le privilège de vieillir dans notre métier, et on peut peut-être espérer qu'on va continuer à faire des choses comme ça avec l'âge. Ça serait formidable. Nicolas Ellis, une œuvre que tu aurais le rêve de diriger justement à 60 ans, toi? En sachant que tu as vieilli, que tu as maturé, puis que tu fais partie du groupe 3 là, de... Wow, ça c'est difficile. Je veux dire, il y a tellement de choses, mais je veux dire, j'aimerais beaucoup peut-être un jour diriger un opéra de Strauss ou de Wagner à l'Opéra de Montréal, peut-être dans une... C'est ça, à 60 ans ou dans une saison future, ou 70 ans aussi, là, qui sait. Moi, cette semaine, c'est mes débuts à l'Opéra de Montréal. Donc, c'est la première fois que je mets les pieds dans la fosse de Wilfrid Pelletier. J'ai fait des extraits d'opéra dans le passé, mais vraiment dans un contexte où l'orchestre est dans la fosse, les chanteurs sont sur scène, avec toute une mise en scène du début à la fin. Moi, je tombe en amour avec cette forme d'art-là, tout le côté dramatique qui est autour de l'opéra. Puis
spontanément, je dirais, c'est ça. Mon rêve, ce serait de faire encore beaucoup d'opéras ici, puis de faire des œuvres du répertoire comme des opéras de Strauss, comme Electra. Alors, parle-nous donc, comme tu dis que c'est ta première expérience, le contact, on a parlé tout à l'heure de l'entrée en salle pour les danseurs, pour les comédiens, on peut deviner aussi pour des spectacles comme ceux de Michel, on pourra y revenir parce que c'est complexe techniquement, mais quand on commence à diriger dans une fosse, est-ce que c'est une expérience formidable d'avoir tout l'orchestre concentré dans un petit espace? Est-ce que c'est frustrant de presque pas voir ce qui se passe sur le plateau? Comment on se sent? Bien, ce qui est magique avec l'opéra, c'est que, étant donné que les Noces de Figaro, dans ce cas-ci, c'est quand même 3 heures d'opéra, donc on a à peine le temps, en une répétition, de passer à travers tout, ce qui fait que on n'a pas le temps, contrairement à un concert, disons, symphonique, des fois prendre le temps d'expliquer certaines choses ou de prendre le temps de dire les choses. Donc, quand on fait de l'opéra, on doit communiquer le plus possible exclusivement avec les gestes. Puis, du point de vue de chef d'orchestre, ça rend ça, il y a quelque chose de vraiment le fun parce que on sent que l'orchestre est parfaitement au courant de la situation. Donc, il y a une concentration à la fois de l'orchestre dans la fosse, des chanteurs sur scène, sur le fait que on doit réagir rapidement et on doit être aussi flexible pendant tout l'opéra, selon ce qui arrive soit dans la fosse ou sur scène. Et donc, puis c'est toi le trait d'union entre les deux. Ça devient moi un peu le trait d'union, puis ça... On sent cette concentration-là, puis cette espèce de focus qui règne partout, tant dans la fosse que sur le plateau. Puis ça, je dois dire que ça crée une espèce de rush d'adrénaline, de savoir que tout le monde se met dans la zone pour vraiment... un rush d'adrénaline de 3 heures. Je pense pas qu'il doit dormir avant 2 heures le matin après ça. Pas mal, oui, c'est ça. Denis Bernard, on s'endort à quelle heure après avoir joué Howard Beale dans la salle de nouvelles? Très tard. Très tard. C'est le moment de redescendre de cet homme complètement exaspéré. Ça me prend 2-3 heures vraiment pour arriver à redescendre. Je me couche tard ces temps-ci. Ouais. Annick Bissonnette, on s'endormait à quelle heure quand on dansait première danseuse des grands spectacles sur Wilfrid Pelletier? Très tard aussi. Très tard. Après le spectacle, on a besoin de décrocher. On allait manger, on va manger, relaxer, mais très tard, effectivement. Et Michel Lemieux, je vois son sourire. Moi, je suis de nocturne. Il est de toute façon un nocturne. Je trouve que le soir, la nuit, il y a de la place. Les gens J'ai fait la tournée avec Michel, on a veillé tard. Ah oui, on a fait la tempête ensemble. La tempête de Shakespeare? Oui, au TNM. Puis on a tourné partout en Europe. Vous êtes allé en Asie. Il veille tard, c'est vrai. Oui, je trouve que la nuit, il y a de la place pour réfléchir. La place des Arts est ouverte jusqu'à quelle heure? Vous devez savoir ça, tout le monde. Le plus tard que vous êtes sortis d'ici, dernière question. En répétition, on est sorti tard, durant la nuit. Durant la nuit? Oui, on appelle. Hier soir, on joue au ping-pong en bas, en dessous de la scène, chez Duceppe, on joue au ping-pong. Après, pour retomber un peu, là? On a passé un bon moment là. Oui. Ah, il y en a de la vie ici, hein? Vous en avez appris des choses. Il y en a de la vie insoupçonnée à l'intérieur de cette place des Arts. 60 ans, beaucoup de vie. Merci infiniment à vous 4. C'est des souvenirs très, très, très riches. Donc, Annick Bissonnette, ex-première danseuse des Grands Ballets canadiens de Montréal et directrice artistique de l'École supérieure de ballet du Québec. Nicolas Ellis, chef d'orchestre qu'on peut voir encore dimanche diriger les Noces de Figaro à l'Opéra de Montréal. Denis Bernard, sur scène ce soir encore chez Jean Duceppe, au Théâtre Duceppe. Ça achève, là. Jusqu'au 7. Jusqu'au 7. Voilà. Et ces 2 spectacles-là, là, vraiment, c'est à voir. Et Michel Lemieux, artiste multidisciplinaire, et allez voir l'exposition Pionnier numérique pour découvrir certaines de ses œuvres en réalité virtuelle. Il y a un film d'Édouard Locke aussi. Pardon? Dans l'exposition. Oui, il y a un film d'Édouard Locke. Il y a des réalités virtuelles et un film d'Édouard Locke. Et le film d'Édouard Locke. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été ici. Merci à la Place des Arts. Bonne fête à la Place des Arts pour ce 60e anniversaire. C'est Catherine Perrin. On va se retrouver le 9 novembre prochain pour un prochain entretien Arts et Société autour de la question du leadership autochtone. On s'en va complètement ailleurs. Portez-vous bien tout le monde. Merci.